TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et aujourd'hui, en ce 3 novembre 2021, on vous dresse tout le portrait de l'itinérance qui grandit dans l'Est de Gatineau, malheureusement. On a une bonne nouvelle aussi pour vous, heureusement, pour la Fondation Santé Papineau. Jessie Laflamme, quant à elle, nous parle de différents lancements de livres dans la Petite Nation et Daniel Lafortune nous critique 2 films. Bonne émission. Bonjour Yannick Bourtier. Salut Floralie, ça va? Oui, merci, mais ça va moins bien par contre pour ce qui est de l'itinérance. À Buckingham, il y a une augmentation. Peux-tu nous exposer la situation en fait? Oui, bien, on oublie souvent, on n'y pense pas, mais l'itinérance est très présente dans l'Est de Gatineau et notamment à Buckingham, mais on la voit peut-être un peu moins, mais on commence de plus en plus à la voir. On a vu cet été, il y a eu des endroits où il y a eu du camping, des gens là, qui couchaient dans des tentes à certains endroits à Buckingham. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'il faut regarder. Le BRA, qui est le Bureau régional d'action SIDA, a des travailleurs de rue et a notamment des travailleurs de rue qui viennent faire un tour du côté de Buckingham pour essayer de regarder la situation parce qu'il faut offrir des services à ces gens-là. Il n'y en a pas ou presque pas dans le coin ici. Qu'est-ce qu'on m'explique aussi, c'est que contrairement au centre-ville, les gens n'ont pas accès à des endroits, des centres de jour. Au centre-ville, ils peuvent aller à des endroits comme le BRA, entre autres, pendant la journée. Ici, ils n'ont pas accès à ça. Donc, ils sont laissés un peu à eux-mêmes. Ils se promènent. Il y a peu de services pour les aider. Ils vont chercher de l'aide pour des banques alimentaires, entre autres, à quelques reprises. Mais il y a encore beaucoup à faire et il y en a énormément. Et pas juste aussi au niveau de l'itinérance qui sont dans la rue, mais aussi qu'est-ce qu'on appelle le couchsurfing, qui est un phénomène de plus en plus présent aussi, qui fait que les gens vont dormir à plusieurs endroits, à différents endroits pendant quelques jours sur le sofa d'un ami. Et ça touche aussi les familles. Et on a parlé avec les gens de la Maison de la famille et présentement, il y a beaucoup de familles qui sont touchées par cet aspect-là aussi. Qui n'ont pas de logement et qui doivent passer d'un logement à l'autre, c'est-à-dire des séjours là, sur un sofa et des fois, les familles doivent même se diviser. Yannick, qu'est-ce qui explique ce phénomène d'itinérance qui grandit dans l'Est de Gatineau, en fait? Bien, sans surprise, l'élément premier de ce phénomène-là, c'est le manque de logement. On en parle beaucoup depuis plusieurs années, mais là, c'est de plus en plus flagrant, surtout avec la pandémie. Donc, les coûts des logements ont augmenté. Il y a 2 aspects par rapport à ça. Premièrement, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de logements abordables ou des logements sociaux. On a parlé avec l'OHO, l'Office d'habitation de l'Outaouais, qui confirme effectivement qu'il y a eu très peu de logements dans les dernières années qui se sont créés pour diverses raisons. Mais là, on parle d'une centaine de logements qui vont être faits l'année prochaine, mais il n'y en a pas dans l'Est de Gatineau. L'autre élément aussi, c'est que les logements qui étaient à prix, disons, raisonnable, ne le sont plus à prix raisonnable ou les gens qui restent dans ces logements-là, qui normalement quittaient pour aller vers une propriété comme une maison, mais ne quittent plus. Donc, des gens qui sont dans des logements à prix abordable, qui voudraient aller vers des logements à prix plus raisonnable, ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y en a pas de disponible. Donc, tous ces facteurs-là viennent entrer en ligne de compte et font qu'il n'y a pas beaucoup de logements disponibles dans l'Est. Et on sait aussi que les gens s'en venaient de plus en plus vers l'Est pour payer moins cher de logements, mais ce n'est plus le cas maintenant, malheureusement. Là. Donc, il y a clairement un bouchon, là, mais est-ce qu'il existe des solutions? C'est très difficile et c'est surtout pas des solutions à court terme. C'est très difficile. Faut qu'il y ait des projets qui lèvent pour commencer.
Comme on disait, il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. Le gouvernement fédéral a mis en place un programme pour essayer de réaliser des projets rapidement. Là, on parle de 12 mois, là, selon ce qu'on me disait, pour que le projet lève. Malheureusement, il faut qu'il y ait des projets qui soient déposés et souvent, ces projets-là, présentement, ne sont pas rentables pour les promoteurs qui veulent faire ce genre de projet-là. Une des options, comme on me disait, c'est une façon de faire qui existe beaucoup à l'extérieur du Québec, c'est qu'on finance directement la construction des logements. Donc, au lieu de payer le loyer, comme c'est le cas souvent au Québec où on paye une partie du loyer, là, on paye complètement une partie de la construction du logement et pendant, exemple, 20 ans, le promoteur s'engage à garder ce logement-là abordable. Donc, c'est une solution qu'on dit qui va probablement venir beaucoup plus du côté du Québec. Mais par contre, il y a certains enjeux qu'il va falloir regarder, c'est qu'est-ce qui arrive après 20 ans. Et ça, c'est un aspect qu'il va falloir traiter dans cette décision-là. Mm-hmm. Puis en attendant, peut-être que ce sera de déployer davantage d'intervenants dans la Basse-Lièvre, parce qu'en ce moment, on en a très peu, puis pourtant, le phénomène d'itinérance est là. À suivre, mais on change de sujet, on va vers une bonne nouvelle cette fois-ci. La Fondation Santé Papineau sera aidée grâce aux Chevaliers de Colomb. Oui, exactement. Les Chevaliers de Colomb qui ont annoncé qu'ils vont donner 15 000 par année pour 5 ans à la Fondation pour leur permettre d'acheter un nouvel autobus. Donc, ça va être avec un bingoton qui vont payer ce montant-là. On sait que les Chevaliers de Colomb l'ont fait, entre autres, avec le Monarque, la maison de soins palliatifs, donner un certain montant pendant plusieurs années pour aider à la construction. Mais là, ils vont le faire avec la Fondation pour aider à obtenir ce nouvel autobus-là. Donc, c'est quand même, c'est ça, 15 000 chaque année pendant 5 ans, ça fait 75 000 Et cet autobus, donc, qui va être financé un peu grâce à ça, là, finalement, il va servir à quoi? En fait, il va remplacer celui qui a présentement. La Fondation a un autobus présentement, mais qui ne répond plus vraiment aux besoins. Il est désuet. Il est utilisé à plusieurs occasions, notamment pour des voyages entre les différents établissements sur le territoire de Papineau et aussi pour amener des gens vers des activités. Donc là, le nouvel autobus, on dit qu'il va être entre autres adapté pour des personnes en fauteuil roulant et aussi qu'il va être plus adéquat pour répondre aux besoins des déplacements de toute la clientèle. Et ce n'est pas seulement le 15 000 sur 5 ans qui a été annoncé, il y a un autre 4 000 hein? Oui, parce qu'à la base, l'annonce que les Chevaliers de Colomb venaient faire, c'était un montant de 4 000 qui était remis à la Fondation pour acheter des petits équipements. La Fondation avait la volonté d'acheter des équipements additionnels. Le gouvernement paye certains équipements aux hôpitaux, mais mettons, ils peuvent en payer 2. Par exemple, un thermomètre, ils peuvent en payer 2 et la Fondation va en payer 2 autres pour faciliter l'accès plus rapide à ce genre d'équipement-là. Donc, ce 4 000 $-là vient s'ajouter au montant total que la Fondation cherche à obtenir pour acheter ce genre d'équipement-là. On parlait d'à peu près 190 000 $ qui étaient dans la campagne de financement pour ce genre d'équipement. Mm-hmm. Puis il y aura d'ailleurs 2 autres campagnes de financement qui s'en viennent, l'Encan virtuel et la Loto Fondation. Donc, soyez à l'affût. Yannick Boursier, autre nouvelle, c'est en lien, bien sûr, avec un peu l'itinérance, là, veut pas, là, mais les banques alimentaires sont très, très sollicitées partout au Québec, ça, on le sait, mais le bilan des résultats là, des banques alimentaires du Québec est sorti la semaine passée, ça s'appelle le bilan fin 2021. Qu'est-ce qui dit ce bilan-là pour l'Outaouais et plus particulièrement peut-être là aussi pour la Basse-Lièvre? Sans surprise, la situation ne s'améliore pas. Les chiffres le démontrent. Les demandes sont toujours en hausse. Moisson Outaouais, qui est la banque alimentaire régionale qui aide toutes les banques alimentaires locales, indique que les demandes ont augmenté, entre autres, là, de 70 % dans l'urbain et de 200 % dans le rural. Donc, c'est des augmentations quand même assez importantes. On parle d'à peu près, ça passait à peu près de 12 000 à 16 000 personnes là, qui ont fait appel au service là, des banques alimentaires. Là. 200 % dans le milieu rural, c'est assez incroyable hein, comme chiffre. Fait que des hausses importantes en très peu de temps, ça a nécessairement des impacts là, sur les organismes, sur nos banques alimentaires. Quels sont ces impacts?
Bien sûr, les tablettes se vident. Les organismes n'ont plus de denrées, doivent obtenir des denrées, que ce soit par des dons ou en acheter plus, parce que oui, il y a certaines denrées qui doivent être achetées. Donc, effectivement, ça nécessite de l'argent. Moisson Ottawa, entre autres, est en campagne de financement, elle aussi, pour essayer d'obtenir des dons additionnels et acheter des produits, parce que le temps des fêtes arrive et on sait que le temps des fêtes, c'est une période assez occupée pour les banques alimentaires. Donc, on veut regarnir les tablettes et aider le plus de familles possible. Puis à la Banque alimentaire de la Petite Nation, puis à l'Ami de l'Entraide, là, qui est la banque alimentaire du côté de Buckingham, il se passe quoi concrètement sur le terrain? Bien, les statistiques, on a parlé avec les deux organismes, les deux nous disent sensiblement la même chose. Donc, eux autres aussi vivent une hausse de leur côté. Notamment, la Banque alimentaire de la Petite Nation dit qu'ils ont dépassé la centaine de dépannages par mois. Donc, et que c'est beaucoup des nouveaux visages. C'est maintenant monsieur, madame, tout le monde qui viennent demander de l'aide. La même chose aussi du côté de l'Ami de l'Entraide. On dit beaucoup que c'est des travailleurs maintenant qui viennent demander de l'aide, mais on parle entre autres notamment de l'augmentation du côté des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont ajoutés dans les bénéficiaires de leur aide. Alors, ce sera bienvenu si on peut les aider dans les prochains mois, alors qu'il y aura beaucoup de campagnes de financement, des guignolés aussi, si vous pouvez vous le permettre. Allez-y, donnez. Et en terminant, Yannick Boursier, les élections municipales, ça a lieu très bientôt. C'est le dernier droit. Bien sûr, le scrutin, c'est le 7 novembre, mais il y a certaines municipalités pour qui il y aura plusieurs votes à faire. On va avoir à cocher plusieurs cases, pas une seule. C'est le cas notamment des municipalités du côté de l'Ange-Gardien, du côté de la MRC des Collines. On peut penser donc à l'Ange-Gardien, à Notre-Dame-de-la-Salette. Combien de coches ils vont avoir à cocher? Ça dépend pour chaque municipalité, mais il va y avoir, du côté de l'Ange-Gardien, entre autres, il va y avoir la mairie et un poste de conseiller. Et du côté de Notre-Dame-de-la-Salette, il y a des postes de conseiller. Mais qu'est-ce qui est différent pour eux cette année, c'est qu'ils font partie de la MRC des Collines. Donc, la MRC des Collines, pour la première fois, a une élection au poste de préfet. C'est une nouveauté, c'est un préfet qui va être élu. Donc, cette année, il y a 3 candidats pour le poste de préfet de la MRC des Collines. Il y a celle qui était la préfet nommée dans le dernier mandat, c'est Carol Green, qui a décidé de se présenter pour ce poste-là de préfet élu. Il y a l'ancien député, il ne faut pas se mélanger avec l'ancien conseiller municipal de Gatineau, mais l'ancien député Marc Carrière, qui revient aussi et qui a déjà été préfet nommé lui aussi de la MRC des Collines, donc se présente là, pour ce poste. Et l'ancien président de la commission scolaire Cœur des Vallées, Éric Antoine, qui se présente lui aussi pour le poste de préfet de la MRC des Collines. Donc, un des 3 va avoir ce nouveau poste-là qui est élu à la grandeur de toutes les municipalités de la MRC, dont l'Ange-Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette. Oui, et ce n'est pas le cas pour ce qui est de la MRC Papineau. Il n'y a pas de préfet aux élections à élire. Yannick Boursier, merci. Merci à toi. À bientôt. Bonjour, Jessie Laflamme. Bonjour, Floralie. Jessie, on est en novembre. Il y a des belles choses qui s'en viennent dans la région, notamment beaucoup de marchés de Noël déjà dès ce mois-ci en novembre. Mais dans la région, on a aussi des artistes, on a des écrivains et il y a eu un lancement de livres tout dernièrement au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'était même combiné avec un lancement d'album. Peux-tu nous en dire un peu plus? Ben oui, certainement. C'est en fait Claude Larouche, qui est un auteur de Ripon, qui a déjà fait quelques ouvrages, qui a lancé le recueil Tout vestige, qui parle de ses voyages à l'extérieur du pays, mais également ses voyages à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment un récit autobiographique, c'est l'aventure de sa vie, finalement. Il a imprimé 50 copies de son livre et c'est parti comme des petits pains chauds, il en reste déjà plus, mais il est prêt probablement à aller en réimpression si les gens manifestent leur intérêt. Pour ce faire, les gens n'ont qu'à aller sur sa page Facebook et manifester leur désir là, de se procurer une copie, puis il va prendre une décision par la suite. Et ça doit être assez bien écrit parce que ça a été un professeur de littérature à l'université, hein?
Tout à fait. Donc, on n'en doute même pas. Puis, il est maintenant retraité, puis c'est sa façon d'occuper une partie de son temps, finalement. Ben oui, en espérant qu'il y aura d'autres copies disponibles prochainement. Et la même journée, il y a eu un lancement d'album aussi au Centre d'action culturelle. Oui, avec Isabelle Beauregard, qui est une grande chanteuse de grand talent, et Paul Lafrance, qui est un compositeur, arrangeur, violonneux et réalisateur. Ce sont deux passionnés de musique québécoise, de musique classique, traditionnelle, française. Et ils trouvent que des fois, on n'entend pas assez. Donc, le désir de créer un album est venu avec eux dans le sens qu'ils voulaient créer un répertoire qui leur ressemble. Donc, c'est un répertoire qui passe de l'Acadie à Paris, de Gréco à Raoul. Et très hâte d'entendre ça. Et le titre s'appelle Les Tendres Souhaits. Donc, un nouvel album du duo. Et si on a manqué ce double lancement qui avait lieu à la fin octobre, on aura la chance de se reprendre pour un autre lancement. Celui-là a lieu le 18 novembre. On a le temps d'y penser encore. Tout à fait. 4 livres. 4 livres, quand même. En fait, ça se déroule à la Maison des créateurs d'art populaire du Québec. C'est la seule du Québec. Elle est à Plaisance. C'est une maison qui met de l'avant des créateurs d'art populaire. Donc, c'est des artistes qui créent à partir de tout et de rien. C'est vraiment du talent pur, avec des produits recyclés parfois. C'est vraiment à découvrir. Et le propriétaire de cette maison est l'ancien propriétaire du parc Omega, Olivier Favre, qui lance son livre 25 ans d'aventure du parc Omega, justement, La passion d'un créateur. Et on peut lire dans ce livre toutes ses aventures, son histoire à lui, mais aussi l'aventure du parc. On le voit d'étape en étape. Ça a commencé avec un parcours routier. Ça s'est terminé avec des hébergements insolites avec les loups. Entre-temps, il y a eu le Sentier des Premières Nations, le poste de traite, la mini-ferme. Bref, c'est vraiment 25 ans de développement, de création. Olivier se dit lui-même un metteur en scène de la nature et c'est ce qu'il présente dans son livre d'une très grande qualité. J'ai eu la chance de le voir en pré-impression. Il est vraiment beau. Les images sont incroyables parce que c'est les animaux du parc quand même qui sont en vedette. Il a aussi fait faire des aquarelles à partir de certaines photographies, donc un livre sublime. Et Olivier, étant passionné maintenant par l'art populaire, a demandé à Adrien Levasseur, qui est carrément une sommité dans ce domaine, de lancer, il est accompagné d'Adrien dans son aventure en art populaire, et Adrien va profiter de cette occasion pour lancer à lui aussi 2 livres. Donc, Edmond Chantigny, qui est un maître sculpteur en art populaire, donc ce livre va être présenté, tout comme le livre sur les sentiers de l'art insolite. Ce sont les maisons fantaisistes des créateurs du Québec et d'ailleurs. Donc, des maisons qui sortent de l'ordinaire, qui sont colorées, toutes ornées de créations particulières. Donc, c'est à voir. Et le 4e livre, c'est Cathy Monette, qui les tapis crochetés de Madeleine Duguay-Monette. En fait, c'est inspiré de sa mère. Et ça met de l'avant les tapis, mais de la tradition à la modernité, donc toute l'évolution des tapis crochetés. Et ça se déroule le 18 novembre à la Maison des créateurs d'art populaire de 11h à 17h. Oui, si on veut avoir des dédicaces, on pourra y aller. Oui. Les spectacles recommencent, hein? Et surtout, ça recommence au pub Saint-André. Il n'y en avait pas eu depuis très longtemps, hein? Depuis très longtemps, parce que le propriétaire attendait que les mesures soient plus allégées, parce que c'est une ambiance intime, hein, quand même, le pub Saint-André. Là. Il y a eu un agrandissement récemment de 40 places, ce qui donne un total de 160 places. C'est très intime comme endroit. Et c'est avec grand plaisir qu'il a annoncé justement dernièrement qu'il allait refaire la programmation. Et ça commence le 6 novembre avec un hommage à Guns N' Roses. Donc, on va commencer ça assez rock. Et c'est bientôt, donc vous pouvez aller sur le site web pour avoir toutes les informations. Là. Donc, 6 novembre. Puis il y a aussi un spectacle qui est organisé en partenariat avec le Festival Western de Saint-André-Avelin prochainement. Oui, ça fait partie des spectacles hors programmation. Et c'est Dominique et Martin, le célèbre duo d'humoristes qui célèbre ses 25 ans de carrière ensemble. Ils vont présenter leur 5e spectacle. Et c'est un spectacle tout en simplicité, sans fantaisie. C'est vraiment un ode au stand-up, donc punch par-dessus punch, comme on les connaît. Ce sont vraiment un peu des précurseurs dans le monde des duos. Donc, ça se déroule le 20 novembre à 20h à Saint-André-Avelin. À Saint-André-Avelin, au pub Saint-André ou ailleurs? Non, ça se déroule au centre communautaire. Au centre communautaire. Au centre communautaire, excellent. Complexe Soussel, oui. Excellent. Et Jessie, venons-en au fameux marché de Noël, hein, d'entrée de jeu, j'en parlais, de Noël, on a le droit d'en parler en ce moment. Il va en avoir beaucoup de marchés de Noël, d'abord du côté de Papineauville. Oui, bien en fait, on en a du 13 novembre au 12 décembre. Donc, c'est un mois complet. Là. Chaque fin de semaine, on peut trouver quelque chose.
Et oui, le Salon de Noël de Papineauville qui est le 13 et 14 novembre. Ça fait 20 ans pratiquement là, que l'événement se déroule. Cette année, il va y avoir 70 exposants et la particularité, c'est que là-dedans, on en a une cinquantaine, ce sont des nouveaux. La présidente me disait que les lutins ont travaillé fort cette année. Bien, effectivement, ils vont être présents, les artisans sur place. Et la beauté de la chose aussi, c'est qu'on peut dénicher des cadeaux pour soi et pour les gens, évidemment, mais de tous les budgets. Donc, il y aura de tout une belle diversité. Et pour tout, ça peut partir de 5 à plusieurs, à une centaine de dollars et plus probablement. Là. Mais une belle brochette là, du côté de Papineauville. Donc, 13 et 14 novembre pour celui-là. À Ripon aussi, Salon des métiers d'art. Et ça, ça fait de nombreuses années également. 25 ans cette année? Oui, un quart de siècle déjà pour le Salon des métiers d'art. Et cette année, la particularité, c'est que ça se déroule sur 3 sites, justement. Le centre communautaire, comme la tradition le veut. Sauf que cette année, des salles supplémentaires ont été ajoutées pour accueillir encore plus d'artistes. Donc, on en aura une trentaine. C'est toujours une ambiance feutrée, tamisée. C'est vraiment beau. C'est un bel événement. C'est une tradition après 25 ans quand même. On a la boutique de Noël aussi qui est à Ripon. En fait, la destination de Noël qui met de l'avant 25 artisans. Mais qui en va plus? Aussi, oui, 25 en plus, oui. Et là-dedans, il va y avoir plusieurs activités aussi. Donc, ateliers de décoration, de boules de Noël, une écriture de lettres au Père Noël, des contes de Noël, plusieurs activités qui vont être offertes par la destination de Noël. Des menus aussi champêtres à saveur de Noël. Pour ça, il faut réserver. Par exemple, il faut aller sur la destination de Noël sur leur site web. Et on a le marché public aussi de Ripon qui habituellement fait son salon de Noël en décembre, mais cette année a décidé de se greffer au Salon des métiers d'art pour souligner le 25 ans. Et donc, là, on parle de saveur, de goût, d'originalité. Si je me fie au Bal des Citrouilles, la qualité était vraiment au rendez-vous. Il y en avait pour tous les goûts et c'était savoureux, délicieux. Donc, on s'attend à la même chose du côté du Salon des métiers d'art au marché public. Là, et c'est la semaine suivante, Papineauville, donc c'est le 20 et le 21 novembre. OK, ça s'en vient, ça aussi. Ça s'en vient, oui. Et même du côté de Bowman-Val-des-Bois, là, dès novembre, il y a quelque chose aussi. Oui, là, ça c'est le bazar de Noël. C'est le 27 et le 28 novembre, donc la semaine suivante. Et ça se déroule au centre communautaire de Val-des-Bois et c'est le cercle de fermières de Val-des-Bois et Beaumune là, qui est derrière l'événement et qui attend plusieurs artisans aussi là, à cet endroit. Bien, Jessie Laflamme, merci beaucoup. Puis tu pourras nous en dire encore plus aussi bientôt pour tout ce qui est des marchés aussi qui auront lieu en décembre. Alors, on se garde au courant. À bientôt. Merci. Bonjour, Daniel Lafortune. Bonjour, Floralie. Daniel Lafortune, tu en as profité dans les derniers jours au cinéma. Hein? Tu es allé au Festival du film de l'Outaouais, toi? Oui, j'ai vu 17 films. Oh, tabarouette, 17 films en quelques jours parce que ça s'est terminé le 29 octobre. Notamment, tu as vu le premier film, le film en pré-ouverture du festival, Dune. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Je suis bien curieuse de savoir. Il faut expliquer que c'est un film qui a été fait par nul autre que Denis Villeneuve, notre Denis Villeneuve national, qui est Roule-sur-l'Or. Eh bien, d'après le roman de Frank Herbert qu'il avait lu lorsqu'il était jeune adolescent, il s'est attaqué à cette œuvre-là. 3 autres auparavant s'étaient cassé le nez. Eh bien, lui, il a réussi à faire une œuvre quand même très importante. Dans un premier temps, on parle de colonisation, mais une colonisation sur une autre planète. Donc, les Atrides, dont Paul va rester le seul vivant, hein? Les Atrides vont tenter de coloniser cette planète-là qui a comme épice l'importance stratégique. Pourquoi Dune? Dune parce que c'est du sable, beaucoup de sable, énormément. La planète est à sec, il n'y a pas d'eau et il y a beaucoup de chaleur. Sur le plan cinématographique, c'est une œuvre magistrale. Ce qu'on voit, ça nous fait sauter les yeux. Cependant, l'histoire, elle est très, je dirais... de base? Pardon? De base? Ouais, c'est une histoire simple, efficace, mais sans intention et sans passion. Donc, c'est un film qui est intéressant pour la qualité et Denis Villeneuve nous a annoncé qu'il y aura une suite dans 2 ans.
bon, chapeau parce que ça fait travailler énormément de Québécois. Oui, puis les profits sont au rendez-vous, donc ça Alors, vaut la peine. j'ai donné la note de 7 sur 10 à ce film. 7 sur 10, je pensais à un peu plus, mais toi, je pense que tu n'es pas un fan de science-fiction. Absolument pas. Oui. Peut-être que ça joue un peu sur la note que tu y donnes. Tu es allé voir aussi un film qui faisait la fermeture du festival du film de l'Outaouais. Cette fois-ci, c'est La vie extraordinaire de Louis Vane. Qu'est-ce que tu en as Louis pensé? Vane, c'est un peintre, c'est un inventeur, c'est un artiste de la fin du 19e siècle. En fait, ça commence à l'ère victorienne, 1881. Et cet artiste-là, après avoir adopté un chat errant et avoir rencontré de façon plus personnelle la gouvernante chez lui, il va l'épouser et aussi va avoir une relation très puissante avec elle. Alors, les deux personnages principaux, Louis Vane, c'est Benedict Cumberbatch, qui, lui, s'est déjà mérité un Oscar, et l'autre, c'est Claire Foy, qui a joué sur Netflix. Elle faisait le personnage de la reine Élisabeth II. Deux très grands comédiens britanniques. Donc, cette histoire-là est un peu, je dirais, sensationnalisme. Elle est d'une intrigue mineure et ici, la vie, je dirais, familiale, puisque le personnage de Louis Vane vit aussi avec ses 5 sœurs. C'est un peu ennuyant. Je vous dirais, ce qu'il y a d'intéressant dans ce film-là, c'est les couleurs. C'est presque psychédélique, les couleurs, parce que lui, il travaille beaucoup sur toutes sortes de chats et dont les chats de toutes les formes possibles. Donc, c'est un peintre qui a déjà vécu. Et moi, ce film-là, j'ai donné la note de 6 sur 10. 6 sur 10, OK, c'est moins bon que Dune. C'est un film qui est basé où? Hein? L'histoire, parce que c'est un film britannique, mais est-ce qu'on est basé justement en Angleterre? Oui, on est basé en Angleterre, dans la famille de Louis Vane, puisque c'est une histoire qui relate un petit peu sa vie. Et malheureusement, il a fini comme Émile Nelligan. Il a fini schizophrène et interné jusqu'à sa mort, presque en même temps qu'Émile Nelligan. Je pense qu'il est mort en 1952. Ben, Daniel Lafortune, merci beaucoup pour ces 2 critiques. Plaisir. Merci à vous d'avoir été là pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à toutes nos émissions sur YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à notre page Facebook et moi, je vous donne rendez-vous pour l'édition Week-end de TVC Info. Au revoir.